Bonjour. Bonjour à tous. Alors l'excellente nouvelle, c'est que comme on a oublié nos lunettes, nous sommes tous très très beaux, ce qui est parfait pour commencer un sujet sur le luxe. Alors c'est un sujet sur lequel on va vous raconter une histoire de malédiction et de rédemption. Pour entamer, on va dire, cette approche sur le luxe et ces thérapies sur la façon dont le luxe pourrait se sentir bien, pourrait se sentir mieux, et nous avec. Alors, commençons par la malédiction et commençons par peut-être une histoire que vous avez lue qui est celle de la part maudite du luxe. Peut-être en avez-vous entendu parler. On s'est intéressé à Georges Bataille au début parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Ma mère et ça marchait plutôt pas mal avec la logique de thérapie. Et puis en fait derrière, on s'est intéressé à son approche qui était plutôt celle concernant l'économie et en particulier à la façon qu'il avait. Alors c'est pas simple à lire, hein, c'est pas un grand moment de plaisir. Il a une écriture complexe parce qu'il s'intéresse aux sciences dures, il s'intéresse à l'énergie, il s'intéresse au mysticisme. Il mélange un peu tout ça avec une petite touche d'érotisme dans le tas. C'est un écrivain qui est compliqué, assez inclassable. Mais en fait, quand il vous raconte le luxe, il y a quelque chose d'assez juste dans sa lecture. Et sa lecture, c'est le fait qu'on vit dans des sociétés qui sont assez expansionnistes, qui produisent beaucoup, voire qui produisent en excès. Et cet excès-là, il faut le mettre quelque part. Alors, dans des sociétés qui sont très redistributives, on peut faire du don, on peut redistribuer, on peut partager. Dans d'autres sociétés, cette part d'excès qui est produite, elle est accaparée. Ce sont les termes qu'il utilise, voire même elle est spoliée par une élite, et c'est le luxe. Alors, quand on vit dans un monde formidable dans lequel on se dit qu'on va toujours pouvoir avancer vers une zone de progrès, quand on se dit que ce luxe est accessible parce qu'un jour, en travaillant beaucoup ou en ayant du succès, on va pouvoir toucher ces objets très beaux, ces objets qui nous racontent de belles histoires, tout va bien. En revanche, quand on atteint un moment critique, qui est celui où on commence à douter de pouvoir y avoir accès, à ce moment-là, la malédiction se réveille. Et le luxe devient quelque chose de beaucoup plus compliqué à gérer. En réalité, ce moment est en train d'arriver. Ça fait pour le coup un moment qu'on y est, mais ce mois-ci, c'est un chiffre qui est intéressant. On s'est aperçu qu'aux États-Unis, le 1% des plus riches était en fait aussi riche que le 60% de la classe moyenne aux États-Unis. C'est un chiffre qui a fait, c'est Bloomberg qui en a parlé ce mois-ci, c'est un chiffre qui a fait un peu badaboum, et qui finalement est un chiffre qui ne faisait que avérer un point qui est un point essentiel, et qui est que au moment où cette distribution, ou cette redistribution n'existe plus, eh bien effectivement l'objet de luxe devient un objet malévolent, devient un objet dangereux. Il devient un objet qui vous transforme en cible quand vous êtes vous-même consommateur de luxe. Et peuvent devenir des objets d'oppression, comme on le dit ici. Et il est intéressant de se rendre compte que c'est ce qui a pu provoquer beaucoup d'agitation autour de la relation qu'on entretenait jusqu'à présent au luxe, que c'est quelque chose qui a conduit justement à ce qu'aujourd'hui, on puisse voir des mouvements d'humeur, pour pas dire plus, autour de ces marques, et que, en reprenant les termes de Johann Rupert, on puisse considérer que il y a un impératif de contrat social, il y a un impératif d'identification du rôle que peut jouer le luxe dans la vie des gens, parce que sinon, cette malédiction va nous engloutir tous. Alors, sur cette note optimiste, on va essayer de voir effectivement quelles sont les solutions existantes et est-ce qu'il peut y avoir une éthique à la très belle esthétique du luxe. Alors, on a identifié 4 ingrédients potentiels pour cette nouvelle éthique. Le premier, c'est d'investir dans le temps et de redéfinir le rapport au temps. Je vous avais parlé sur cette scène il y a 3 ans du paradoxe auquel on se confronte quand on parle de transformation durable du luxe, et en particulier de la mode. C'est d'un côté l'accélération formidable du rythme du luxe et de la mode, avec un nombre de collections par an et des dynamiques de drop qui font qu'il y a des nouveautés quasiment toutes les semaines, et un impératif, voire même une envie pour un certain nombre
nombre de clients du luxe de ralentir. Il y a quelque chose quand même qui échappe à ce paradoxe, c'est les métiers d'art, que les maisons de luxe sont toujours beaucoup protégées, et dans lesquels elles investissent encore plus aujourd'hui, en marge de leur accélération, avec par exemple l'OEV qui lance ce Craft Prize pour célébrer encore davantage les métiers d'art, et puis des maisons comme l'Atelier de Sèvres, typiquement, qui transmet les mêmes gestes de génération en génération depuis 1740. Donc il y a des espaces dans lesquels le temps est encore préservé, et la redéfinition de ce rapport au temps devient même un positionnement pour un certain nombre de maisons. Vivienne Westwood s'est vraiment approprié le buy less, choose well, make it last. Stella McCartney dit que en fait son business c'est pas la mode, c'est le temps, elle le dit, et ce qu'elle fabrique, elle a l'ambition de le faire pour ses filles et pour les filles de ses filles. Et puis on voit se développer en marge des collections habituelles des nouveaux business models. Il y a celui de la réparation. Weston répare plus de 20 000 paires de chaussures maintenant par an dans son atelier près de Limoges. On aurait pu parler aussi évidemment de la seconde main. Une étude récente de BCG indique que dans 2 ans, 30% de nos garde-robes seront composés de vêtements de seconde main, et 2/3 des acheteurs de seconde main le font pour consommer moins. Le tiers restant n'a pas très envie de passer de la 5e à la première vitesse, quoi. Ce qu'on se dit là, c'est qu'en fait, la redéfinition de ce rapport au temps, c'est quelque part le retour à un élément fondamental du luxe, qui est que le luxe, une de ses caractéristiques principales, c'est un objet pour la vie, un objet qu'on garde. Et il y a des maisons qui continuent de revendiquer ça, notamment Hermès, qui refuse, ou Audemars Piguet par exemple, qui refuse de produire plus d'un objet qui est de plus en plus désirable et de plus en plus demandé, avec du coup un allongement des files d'attente sur ces objets. Le deuxième ingrédient de cette éthique potentielle, c'est une forme de redistribution pour un profit profitable à tous. Alors là, je vais reprendre des termes que je vais emprunter à Marcel Mauss, la dette et le don. On est en train de passer de la dette, c'est-à-dire l'exigence de transparence sur l'impact des maisons sur le monde, d'un point de vue à la fois social et environnemental, au don, c'est-à-dire le fait que leur impact doivent maintenant nécessairement être positif, sans passer par la compensation carbone, qui est un peu autre chose. Donc comment on fait pour que le luxe ait un impact positif à la fois socialement et dans les écosystèmes naturels, typiquement. Il y a des choses, ce nouveau contrat social de progrès, finalement, on demande effectivement... Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, pardon. Il y a eu un bug. D'ailleurs, un bug d'orthographe, pardon. Il y a des choses intéressantes, je trouve, qui émergent. Une marque qui s'appelle Patine, par exemple, qui n'est pas tout à fait une marque de luxe, vient de faire une levée de fonds collaborative. Ce qui fait qu'à la fin de cette levée de fonds, un certain nombre de ses clientes seront actionnaires de la marque. Et je trouve que c'est des modèles intéressants pour penser une forme de redistribution ou de partage. On peut aussi se dire que le luxe, du coup, doit être encore plus moteur de l'innovation en investissant dans un certain nombre de nouvelles pratiques. Alors De Beers, par exemple, le grand diamantaire, vient de faire un virage à 180 en investissant massivement dans les diamants de synthèse. Burberry s'est appuyé sur une technologie issue du gaming pour rendre plus efficace et diminuer l'impact de son processus de design de vêtements, donc en s'inspirant des skins de jeux vidéo pour les imprimer de ses vêtements physiques. Et puis les grands groupes comme LVMH et Kering investissent massivement dans un certain nombre de startups qui proposent plein de solutions innovantes pour créer des matières upcyclées, etc. On pourrait aussi parler de ce qui vient de se passer cette nuit. Nike a racheté cette nuit une petite plateforme qui fabrique des sneakers virtuels dont le nom est imprononçable. Et donc évidemment, on se rend compte qu'il y a aussi de l'investissement dans ce fameux mot qui commence par M et que je ne prononcerai pas. La troisième dimension de cette éthique, c'est l'inclusivité, évidemment, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. La forme la plus visible, c'est qu'une nouvelle génération et une nouvelle population a pris le relais en termes de créativité dans le luxe. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que leur luxe est... Alors, il y a des trucs qui apparaissent, je vais les faire défiler vite. Leur luxe est d'abord un objet de culture. Alors, on pourrait se dire que c'est une forme de prise d'otage du luxe sur la culture, mais on pourrait aussi se dire que c'est une forme de nouvelle créativité que le luxe sponsorise et pour laquelle le luxe agit comme mécène. Typiquement, ces créateurs issus des mondes virtuels deviennent maintenant... prennent le devant de la scène. La plateforme dont je parlais juste avant sur les sneakers virtuels, son artiste le plus connu est un artiste virtuel de 18 ans qui vient de faire le dernier drop de basket virtuel de cette plateforme et qui du coup maintenant vont être vendus par Nike partout dans le monde. Donc ça donne de la visibilité, ça donne une plateforme formidable à des créateurs qui sinon seraient vraiment restés dans l'ombre. Je vais laisser Déborah parler du quatrième ingrédient de cette nouvelle proposition.
Le quatrième ingrédient, il est assez simple et il est très intuitif, c'est que finalement, le luxe doit retrouver ce qu'on attend de lui, en particulier cette idée de fomenter des rêves, de articuler des désirs, de faire beau, parce que ça fait partie de la façon dont les créateurs créent. Ça fait partie du drive qui les anime. Et pour le coup, c'est ce qui permet au luxe d'être cet antidote à la réalité, en tout cas cet antidote à la froideur ou cet antidote à l'inquiétude. Et pour le coup, c'est vrai que s'il doit y avoir un combat culturel pour le luxe, c'est sans doute celui de retrouver cette idée de beau, qui est, enfin, le luxe est un des derniers fantassins autour de cette histoire, parce que l'art a abandonné depuis les romantiques, depuis l'art contemporain, s'est intéressé au choc, s'est intéressé au sublime. Le beau, c'est plus trop son affaire. Donc le luxe devient le lieu dans lequel la responsabilité première est justement de recréer ce beau, cette esthétique. On finira là-dessus. Et on se dira malgré tout qu'il y a un point qu'il faut qu'on garde en tête, c'est qu'on a parlé de malédiction au début, on a trouvé des voies de rédemption. Attention à ne pas toucher à une forme de pureté, à se dire qu'on va tous se wokiser dans cet univers du luxe. Il est extrêmement important que le luxe garde son pouvoir de rupture, de luxation, sa capacité à déranger. Sinon, elle aura perdu une partie de son âme malgré tout. Donc, un peu de malédiction dans tout ça, ça reste malgré tout intéressant. Merci beaucoup.